nous, en tant que médias, je reviens par rapport justement à la position de l'Europe, il y avait un président élu qui a eu des problèmes. Il est venu ici en Europe, qu'il ait signé, qu'il n'ait pas signé, il était en négociation. Et d'ailleurs, on le rappelle, nous, en tant que chaîne française, il y avait bien un ministre des Affaires étrangères qui était là-bas à La Réunion. Il y a eu un renversement pour nous. Il y a eu un problème. Donc ça veut dire que les armes, ce n'est pas le côté, c'est pas le président ukrainien qui a commencé. Et à ce moment-là, la position de l'Europe n'a pas été claire. Deuxième chose que je reviens par rapport à la position de madame par rapport aux Russes, c'est vrai que moi, en tant qu'Européen, aujourd'hui, quelles que soient mes origines, je suis avant tout belge. Là où je reconnais, c'est que quand il y a eu cette suppression de la langue russophone d'une partie en Ukraine, là nous étions complètement contre, car nous-mêmes en Algérie, nous défendons la liberté d'expression par rapport à la langue qui est utilisée. Donc, quand on enlève aux russophones, comme vous dites, la possibilité de s'exprimer dans un pays qui est leur pays, l'Ukraine, eh bien, nous revenons sur cette position-là. Et ce que je voudrais, c'est que madame reprenne par rapport on va dire, au nerf de la guerre, qui est donc l'argent et le gaz, quelle va être aujourd'hui la position, puisqu'on vient de débloquer de l'argent, le FMI vient de débloquer de l'argent pour l'Ukraine pour qu'elle paye ses dettes vis-à-vis de la Russie. Alors qu'au départ, quand le président ukrainien était là, il y avait une baisse du prix du gaz, mais en plus une aide de 8 milliards, 15 milliards de dollars. Donc quelle est la situation pour vous par rapport à ça? Bon, tout d'abord, pour revenir à notre sujet, parce que ici en Europe, c'est la politique et multilinguisme, c'est-à-dire multilingue. Il y a 23 langues et chacun a le droit d'exprimer. Il y a aussi les langues régionaux. Et ça a été la faute globale et fatale du gouvernement de supprimer pendant 20 ans la langue russe. Parce que c'est la langue, c'est leur identité. La langue, c'est identité. Et le statut... On n'a pas supprimé. On pourrait s'exprimer dans l'est de l'Ukraine en russe, bien sûr. Et on a adopté, le nouveau Parlement a adopté une loi pour supprimer, mais on a vu que c'était pas du tout acceptable. C'était la pression de l'Union européenne et on n'a jamais accepté cette loi finalement. C'était jamais appliqué. Je parle maintenant de la politique de plus que 20 ans. Parce que pendant 20 ans, la langue russe était supprimée comme la langue officielle. Non. J'étais à Ukraine, j'ai eu un bureau là-bas. Et autour de moi, j'ai écouté tout le temps russe. Ce n'est pas la langue officielle. C'est-à-dire ici, je peux parler avec vous la langue italienne, la langue arabe. Il y a plus de gens qui ont parlé à Kiev russe qu'ukrainien. Ce n'est pas la langue officielle. C'est-à-dire à la cour, à l'université, le système. À l'université aussi, on a parlé russe. Revenons à la situation en Ukraine. En fait, le problème, il est éminemment politique et surtout éminemment économique, puisqu'aujourd'hui, la situation économique ukrainienne est désastreuse. Vous avez parlé tout à l'heure de 15 milliards de dollars qui avaient été proposés par la Russie. Et puis, la Russie elle avait même versé, je crois, 3 milliards de dollars au départ. Et puis, elle a fait marche arrière, bien entendu, suite aux événements qui sont suivis. Alors, Franck, cette situation économique de l'Ukraine, puisque vous avez déjà été, alors quel est l'avenir des solutions pour l'Ukraine? C'est un merveilleux avenir, mais on doit changer la mentalité. Gaz, assez de gaz, assez de chauffage en hiver quand c'était chaud dans l'appartement. On a ouvert les fenêtres pour diminuer la température jusqu'au maintenant, car il n'y a pas des thermostats. Ça veut dire une autre politique, une autre conscience, comment gérer l'énergie, c'est nécessaire. Mais c'est un pays archi riche, beaucoup d'industries, des mines dans le sud, agriculture, beaucoup plus productive qu'en Algérie ou qu'en Allemagne. Il y a un grand futur pour ce pays. Mais imaginons, vous êtes confronté avec un couple, les deux, ils ont des problèmes. Et on discute pourquoi ils ont des problèmes. C'est une chose, on est en train de parler de ça. Mais je crois maintenant qu'il faudrait voir quel chemin il faudrait prendre pour éviter que ça éclate. Moi, j'ai l'impression que nous tous ici, et les spectateurs et l'Europe, un petit peu comme le lapin en face de serpent. On sait, c'est dangereux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et je crois, tout le monde est d'accord qu'il ne faudrait pas prendre les armes. Ou d'intervenir avec l'extérieur, maintenant avec les armes. Je crois maintenant que c'est nécessaire de mettre autour d'une table ronde, oui, ce n'est pas ici ronde, mais demi-ronde, mais
rendent Oui. les belligérants, les superpuissances autour du table pour discuter d'une fédéralisation de l'Ukraine. Car Allemagne, Allemagne, les États-Unis, Australie, Canada ont une structure fédérale et personne ne le considère comme quelque chose contre l'unité du pays. Ça veut dire discuter avec les belligérants, les autres hauts pouvoirs et des experts en administration, des experts en conflit, comment instaurer un système de régionalisation et garantir aux Russes qui n'ont pas peur que leur langage n'est pas accepté. Mais la position du tandem Union européenne, enfin Bruxelles-Washington, dès le début, n'a pas accepté de discuter justement avec la Russie, puisque déjà, aux Pays-Bas, quand il y a eu la réunion sur la sécurité du nucléaire, ils ont décidé d'éjecter la Russie du G8. Donc il est devenu G7. Ils ont également annulé le sommet de Sochi pour le mois de juin. Ils l'ont ramené ici à Bruxelles. Alors, cette volonté de discuter en éjectant la Russie, je crois que ce n'est pas possible, Anna. Moi, je trouve que cette politique des sanctions n'est pas logique tout d'abord, parce que ce n'est pas le premier conflit sur les territoires ex-soviétiques, parce que ça a été le conflit des Karabakh, qui est toujours le conflit gelé. Il y a les conflits des Transnistrie, par exemple, ça a été la guerre en Tchétchénie. Écoute, laisse-moi dire quelque chose, hein, parce que ce n'est pas seulement toi. Franchement, parce que ce n'est pas le premier conflit. Quand l'Union soviétique a chuté, il a chuté d'une manière spontanée. Ça a été vraiment pas discuté, les frontières n'étaient pas vraiment bien établies. Et parce que les pouvoirs centraux de Yeltsin à l'époque étaient très très faibles, les nationalistes sur place, ils prirent les armes et ça a fini dans les guerres sanglantes. Ça a été partout un peu. Mais à l'époque, c'est toujours, par exemple, dans les conflits des Nagorno-Karabakh, ils n'ont dû jamais impliquer les sanctions, malgré le fait qu'il y a les résolutions de l'ONU, qu'il faut garder l'intégration des territoires des Azerbaïdjan. Par exemple, ils n'ont dû jamais ici pris les sanctions contre les gens individuellement qui sont contre cette solution paisible de revenir à les frontières avant le conflit. Bon, ce n'est pas logique. Et aussi la deuxième chose, pourquoi et comment ils ont choisi les gens. Parce que parmi eux, il n'y a pas seulement les businessmen, mais il y a aussi Naryshkin qui est le président de Douma. C'est aussi les gens comme les journalistes, c'est les directeurs de la chaîne, parce que, à mon avis, l'Europe est vraiment très hypocrite. C'est la liberté de l'expression de nos collègues et c'est aussi le droit des peuples de s'exprimer, parce qu'on ne sait pas vraiment. C'est pour ça qu'il existe immunité des députés, parce qu'ils ont les droits de dire les opinions librement. Ici, c'est la suppression de la droit de s'exprimer. Donc, et moi, j'espère que les gens peuvent aussi aller à la Cour de Strasbourg, comme les Iraniens à l'époque, pour battre ces décisions qui étaient aussi opaques. Parce que nous verrons que les groupes est vraiment pas clair dans le sens, c'est très diversifié. Qui sont les critères? Pourquoi les gens sont choisis? Parce que moi, j'ai voulu voir plutôt les députés des Douma qui sont capables de venir ici, de discuter aussi au Parlement européen les problèmes de l'Ukraine. Maintenant, cette voie de la communication était coupée. Et merci. Donc l'Union... Je crois, à un point, elle a raison. Des sanctions, c'est quelque chose avec les gens avec lesquels on ne peut pas, qui ne sont pas fréquentables en ce moment avec les Iraniens. Mais les Russes, bien sûr, on a travaillé ensemble avec eux. Je crois que c'était une fausse piste, les sanctions. Maintenant, c'est nécessaire, négociation autour d'une table, OSCE, ce serait une bonne cadre à Vienne ou Genève avec les Nations Unies. Ça, c'est nécessaire à faire pour éviter qu'un fou furieux prenne une bombe à Kiev ou à Moscou, pouf, 70 morts, 80 morts. Ça, ce serait une raison. C'est le risque. Oui. Donc l'Union européenne, Amine, elle a une approche un peu ambiguë et un peu floue par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Elle prend des sanctions, des mesures donc restrictives pour certaines personnes. Elle annonce probablement des sanctions économiques, mais sans faire le pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est des sanctions un peu timides, un peu réservées, Alors, j'aimerais corriger une chose. L'Union européenne représente 27 pays.
28 pays, Mabrouk. Réellement, j'ai remarqué que la France s'est impliquée beaucoup dans ce problème-là et qu'il y a eu un langage, je vais dire, à deux voix. Puisque le président Hollande a dit qu'il faut que les sanctions soient plus strictes, mais de l'autre côté, il a reconnu que pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Europe et pour le sacrifice des 9 millions de Russes qu'il y a eu par rapport justement à la Deuxième Guerre mondiale, que M. Poutine était le bienvenu en France. Donc ça veut dire que je comprends que les sanctions ne sont pas l'aboutissement. La question que j'aurais par rapport à madame, c'est, chez nous souvent on dit par exemple en Algérie c'est Bouteflika qui gère, mais on oublie qu'en Algérie il y a un gouvernement, il y a une administration. Alors est-ce que vous pourrez me répondre, est-ce que c'est Poutine qui gère ou est-ce qu'il y a aujourd'hui un groupe derrière Poutine qui est aujourd'hui aussi en train de négocier? C'est ça la question qui nous interpelle par rapport à qui va négocier avec l'Europe. Car aujourd'hui, on s'est rendu compte que M. Poutine est très strict. C'est un militaire, on va dire. Donc ça veut dire que dans les négociations, il ne cédera pas facilement. Donc si demain, il y a un groupe russe économique derrière, peut-être ça va être. Et la deuxième question, ce serait par rapport à l'Allemagne. Et ça, vous devez me répondre. C'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne décide de quitter le nucléaire. Donc l'Allemagne a besoin de ressources pour pouvoir développer son économie. Quel va être de l'avenir de l'Allemagne si demain elle abandonne le nucléaire, elle n'a pas de retour vis-à-vis du gaz? Donc je commencerai par madame, s'il vous plaît. Je veux dire que tout d'abord, la popularité des Poutine vraiment s'améliorait dramatiquement parce qu'elle a suivi les souhaits du peuple. Elle a appris que c'est le moment qu'il faut agir parce que les gens étaient choqués par les choses qui arrivaient à l'Ukraine, à Odessa, à Maïdan, quand les gens étaient tués par les snipers, et ils ont été choqués par private sector. Et c'est ça qu'il a parlé avec Douma. Et c'est le discours qui est en continuité permanente maintenant à Douma parce que c'est chaque jour, chaque instant, non-stop, ils discutent qu'est-ce qui se passe en Ukraine parce que la situation est tellement dramatique, il y a tellement de morts, il y a tellement des victimes parmi la population civile qui sont déclarées les terroristes, que c'est le débat tout d'abord dans le gouvernement, il y a débat dans le Parlement Douma, il y a débat dans la société au général russe, parce que tout le monde, si vous voyez Internet, parce que maintenant les nets sociaux comme Facebook, comme Twitter, ils sont vraiment chargés, parce que les Russes discutent entre eux partout les problèmes. Et donc on ne peut pas dire, excusez-moi, que c'est la décision unilatérale des Poutine, c'est la politique des Poutine. C'est vraiment, c'est étonnant. Lui a bien senti comme un homme politique cet esprit du peuple russe parce qu'ils ont dit maintenant il faut arrêter ici, il faut arrêter avec violence, il faut protéger les Russes parce que autrement c'est vraiment les Russes maintenant très souvent parlent de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit que l'événement quand ils ont brûlé les gens vivants, ça ressemble déjà à la Deuxième Guerre mondiale. Plus franchement, et je m'excuse, Oui. plus franchement, nous croyons en Chavez. Et depuis que Chavez est disparu, nous voyons un changement dans le pays. Ma question était directe. Est-ce que c'est aujourd'hui Poutine qui écoute le peuple ou est-ce qu'il y a un groupe aussi économique derrière avec Poutine? C'est ça ma question. Oui, bien sûr, il y a l'économique derrière Poutine. On ne peut pas faire le cliché de la Russie parce que le pays est très compliqué. Et aussi, Poutine, c'est un homme politique intelligent. On voit qu'il a changé, évalué beaucoup. Parce que si vous verrez les débats avec Poutine, ça fait 5 ans et Poutine aujourd'hui, c'est un homme qui a appris beaucoup de choses. En fonction, il a aussi appris comment on peut communiquer, comment on peut écouter au peuple. Merci Anna, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que c'est le premier? La poule ou l'œuf? Bien sûr, Poutine n'a pas écouté au peuple. Poutine, il a vu que son peuple est en train de chercher une identité et il s'est mis un petit peu comme macho, il se comporte comme un macho depuis des années et maintenant c'est merveilleux pour lui, c'est le seul, le plus important macho. Et dans ces cas, je crois qu'il est sur une piste archi dangereuse. L'Allemagne, maintenant, votre question. Maintenant, dans votre question, vous avez été trop traditionnel. En Allemagne, en ce moment, on est pays numéro 1 énergie solaire, malgré l'Allemagne, comparé pas seulement avec l'Algérie. Il n'y a pas de soleil tellement. Mais
c'est la volonté politique. En Allemagne, on a été pays numéro 1 en éoliennes, maintenant on est numéro 3. On a 30 000 éoliennes. Ça veut dire l'équivalent environ de 30 centrales nucléaires en éoliennes qui produisent environ l'équivalent de 10 centrales nucléaires énergie éolienne. Dans ce cas, notre futur, c'est énergie renouvelable avec gaz et un petit peu charbon, mais ça va diminuer. Et dans ce cas, on négocie en ce moment, toute l'Union européenne, aussi de gaz qui vient pas seulement de votre pays, de l'Algérie, mais qui vient aussi de l'Azerbaïdjan via Turquie, Grèce, Albanie jusqu'en Italie. Dans ce cas, le futur de l'Allemagne va être énergie renouvelable. Maintenant, beaucoup de monde rigole et pense que c'est impossible, mais ça va être un des grands atouts de l'Allemagne pour l'industrie allemande et pour toute l'Europe, qu'on peut montrer que le futur va être énergie renouvelable. Et j'espère qu'on va être assez raisonnable pour ne pas dire que l'Union européenne est hypocrite dans cette crise. Elle a été mal orientée envers les sanctions. Il faudrait maintenant être autour du table avec les Russes, avec les Américains, avec même des gens de Donetsk et les gens autoproclamés, les groupuscules, pour demander qu'est-ce qu'il faudrait faire et chercher un chemin en dehors avec une fédéralisation de les pays similaire à la fédéralisation dans beaucoup d'autres pays dans le monde où ça marche bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont choisi le modèle fédéral, qui est la solution, comme d'ailleurs ça a été le cas en Belgique, où on a vu qu'après des problèmes, des revendications linguistiques et des revendications communautaires, on a décidé donc de fédéraliser le pays, de permettre notamment l'officialisation des différentes langues, de permettre notamment de transférer certaines compétences pour certaines matières. C'est vrai que c'est la fédéralisation. Est-ce que vous croyez qu'en Ukraine, on pourrait fédéraliser facilement ? Oh, il y a deux processus maintenant. Il y a celle-ci qui pense toujours que c'est possible. Il y a celle-ci qui pense qu'après toute la violence et l'armée qui était impliquée contre le peuple, c'est déjà impossible. Parce qu'ils pensent que c'est vraiment la guerre que le régime à Kiev a déclarée au peuple des Est des pays. Et c'est pour ça que maintenant plusieurs hommes politiques là, les hommes politiques nouveaux, qui ne sont pas les oligarques, qui ne sont pas déclarés par les oligarchies, et ils sont les vrais gens qui ont apparu dans le moment de la crise. Et ils pensent que maintenant, il faut créer l'État Novorussie. Donc, il faut revivre cette histoire, parce que Novorussie, ça a été à l'époque les territoires qui étaient dans, oui, ça a été le territoire russe, qui a été le territoire dans l'Empire russe. Donc maintenant, il y a deux pistes, et d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a tellement de gens qui supportent cette idée de créer plusieurs États. Donc on voit que la balkanisation, c'est la meilleure solution pour le pays. Non, écoute, on doit être pompier et pas quelqu'un qui souffle l'oxygène, et il ne faudrait pas exagérer. On a eu Guatemala, Burundi, Timor-Leste avec plus que 300 000 morts. On a le Rwanda avec 100 000 morts. Qu'est-ce que se passe maintenant en Ukraine, en Europe? On est tenté de dire 100 ou 1000 morts, c'est terrible. Mais comparé à d'autres conflits où on a trouvé une issue du crise, c'est très très mince, très bas le nombre encore des morts. Et dans ce cas, il faudrait être autour du table pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de morts et pas parler d'une balkanisation ou d'une coupée d'un pays. Mais finalement, la Russie, à un certain moment, on ne va pas l'aimer quand il y a des républiques à l'intérieur de la Russie. En Sibérie, vont dire on veut être indépendante. Ou les Kuriles, ils vont dire non, ils veulent attacher au Japon, quand ils ont été japonais avant. On ne doit pas ouvrir la boîte de Pandora, de donner à chaque petite province le droit de devenir un pays indépendant. Merci, car Franck. vous êtes pour un Maghreb intégré, nous sommes pour une Europe intégrée, et ça c'est une fausse piste. Mon dernier mot, et je le répète, nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Le 8 mai 1945, on le rappelle à l'Europe. L'Europe a fêté la libéralisation contre le nazisme. Nous, en Algérie, ce fut un massacre de 45 000 personnes qui ont été tuées parce qu'elles sont sorties pour revendiquer leurs droits. Il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que l'Europe, nous connaissions. Merci Amine d'avoir rappelé cet anniversaire, je peux dire anniversaire, je peux dire demain il y aura la commémoration bien sûr du 8 mai 1945 où Sétif a vécu un drame où il y a eu des
des milliers de morts algériens suite à leurs revendications, des droits tout simplement, pour pouvoir vivre décemment. Merci Franck pour avoir participé à notre émission. Merci Anne de nous avoir éclairé sur donc, le point de vue oriental. Merci Amine d'avoir participé à notre émission qui est bien sûr la vôtre puisque vous êtes le directeur de Beurre TV Europe, je le rappelle. Merci à nos téléspectateurs et bonsoir. Bonsoir. Au revoir.